Voilà, donc on va commencer donc ce premier talk donc sur les ROM Android et plus particulièrement une ROM relativement connue dans l'univers Android qui est CyanogenMod. Donc rapidement pour commencer, je vais quand même me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Guillaume Lesniak, vous me connaissez certainement sur internet sous le pseudonyme Xplodwild. Donc, je suis actuellement étudiant en troisième année de licence MIAGE à Nancy. Donc, je viens de 2 années de DUT en informatique, donc diplômé de DUT. Je suis programmeur dans divers langages de programmation depuis pas mal d'années, donc notamment le C++, le JavaScript et le PHP. Depuis bientôt 4 ans, je suis chef de projet et programmeur d'un projet de jeu en 3D amateur en ligne qui s'appelle Ouvertin. Je suis développeur pour CyanogenMod, ou du moins contributeur pour CyanogenMod depuis bientôt 1 an. J'ai commencé l'année dernière pour le portage d'Ice Cream Sandwich sur le Galaxy S2. Et enfin, je suis guitariste et bassiste. Donc, commençons par présenter un petit peu et être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Qu'est-ce qu'une ROM alternative? Et dans un premier temps, déjà, qu'est-ce qu'une ROM? Quand vous allez acheter un téléphone ou une tablette sous Android, bien que tous ces produits-là tournent sous le système Android, on va retrouver des différences dans l'interface, dans l'expérience utilisateur, etc. Donc, ces différences sont dues au fait que Google autorise les constructeurs et les opérateurs à modifier le système Android comme ils le souhaitent, à partir du moment où, bien évidemment, la compatibilité avec les applications qui sont disponibles sur le Play Store est respectée. Donc, on va retrouver l'interface TouchWish chez Samsung, MotoBlur chez Motorola, il y a Sense chez HTC. Et il existe donc très peu de produits qui disposent vraiment de l'interface d'Android telle que Google l'a designée et telle qu'elle est disponible dans les sources d'Android. Donc cette interface-là, on va la retrouver principalement sur la gamme de produits Nexus de Google, donc, qui sont vraiment quasiment les seuls produits Android que vous allez pouvoir retrouver sans surcouche, c'est-à-dire sans modification de la part des opérateurs ou des constructeurs. A l'inverse, dans 90% des produits entre guillemets grand public, les Nexus peuvent très bien être utilisés par monsieur tout le monde, mais les produits sur lesquels on va faire le plus de communication auront des surcouches, pour la simple et bonne raison que ça donne aux constructeurs des arguments commerciaux supplémentaires puisqu'ils vont rajouter des fonctionnalités qu'on a besoin ou qu'on n'a pas besoin. Et donc du coup on arrive à la question de qu'est-ce qu'une ROM custom? Donc une ROM custom, déjà, c'est une ROM qui est développée par la communauté. Donc c'est développé par des développeurs indépendants chez eux à la maison. Donc c'est pas développé par les constructeurs. Faut bien savoir que chaque ROM est spécifique à chaque produit. C'est-à-dire que si on développe une ROM pour le Galaxy S2, on ne peut que l'installer sur un Galaxy S2 et pas un Galaxy S3, puisque chaque ROM est développée et compilée pour un type de matériel précis, donc pour un processeur en particulier par exemple. Parmi les ROM custom, on va distinguer 2 types de ROM custom. Donc dans un premier temps, ce qu'on appelle nous en interne les ROM WinZip. C'est-à-dire qu'on va récupérer le fichier de mise à jour des constructeurs, donc en général un fichier zip. On va le décompresser, on va remplacer les fichiers, remplacer les applications, changer les paramètres. Et on va ensuite rezipper tout ça et le publier sur Internet en disant voilà, j'ai fait ma ROM. Ça a l'avantage d'être très facile à faire, très rapide à faire. Ça peut se faire sous Windows, d'où le nom WinZip. Mais ça reste très limité puisque on est limité par les applications qui sont fournies par le constructeur et par le framework surtout développé par le constructeur. Et le deuxième type de ROM qu'on va retrouver, c'est les ROM qu'on appelle AOSP. Donc cette fois-ci, ce sont des ROM qui sont compilées depuis les sources d'Android publiées par Google. Donc c'est plus ou moins un peu plus difficile à faire, plus difficile à compiler et à faire fonctionner correctement sur un produit en particulier, un produit Android en particulier. Mais ça a l'avantage d'avoir une liberté infinie puisqu'on a accès à toutes les sources du système et donc on peut modifier, ajouter des fonctions comme on veut, comme on le souhaite. Et donc on parle maintenant de CyanogenMod. Donc CyanogenMod qui est une ROM donc AOSP, compilée des sources, qui est à l'origine de Steve Kondik, connu sous le pseudonyme Cyanogen. Il a commencé à développer CyanogenMod à l'époque du HTC Magic, sur Android encore 1.5, les toutes premières versions. Le but de cette ROM, c'est de proposer des améliorations et des optimisations discrètes, intégrées vraiment au sein du système. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à rajouter des applications ou des choses qui sont vraiment hors du contexte Android, donc en changeant le design ou toute l'expérience utilisateur, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment d'améliorer les fonctions, d'améliorer le système tel que Google nous le propose, en ajoutant des fonctionnalités de sorte qu'on fait croire à l'utilisateur qu'elles ont toujours existé dans le système et pas qu'elles ont été rajoutées par la suite par d'autres développeurs. Donc vraiment proposer une expérience Android améliorée par-dessus l'expérience Android que Google nous propose. Donc CyanogenMod nous permet d'avoir un système qui est toujours à jour, je vais en parler en détail juste après. CyanogenMod, ça représente plus de 140 périphériques supportés, tablettes et téléphones confondus et toutes versions confondues, donc
soit des téléphones sous Android 2.3 encore, ou ceux sous Ice Cream Sandwich et plus. Ces 140 périphériques sont supportés par un peu plus de 70 contributeurs actifs, donc des personnes qui tous les jours vont soumettre des patchs, vont faire des améliorations, soit sur un portage, soit sur une fonctionnalité commune à tous les produits, tous les téléphones sur lesquels CyanogenMod est installé. Et plus de centaines de contributeurs occasionnels. Il y a vraiment n'importe qui peut proposer un patch, que ce soit une traduction pour une fonctionnalité qu'on a rajoutée, que ce soit une petite correction de bug, que ce soit n'importe quelle petite erreur qu'on a pu faire, ou une nouvelle fonctionnalité complète. Donc à titre d'information, il y a près de 25 000 patchs qui ont été proposés ou soumis au code review de CyanogenMod, pour vous donner un petit peu une idée. Dans l'ensemble, CyanogenMod, c'est plus de 3,1 millions d'installations. Ça, c'est les chiffres encore de septembre, donc il y en a encore un peu plus aujourd'hui. Et ça représente environ 9000 installations par jour, et encore, ça, c'était les chiffres de septembre. Si vous allez voir donc, sur le site stats.cyanogenmod.com, vous verrez qu'on approche plutôt des 20 000 installations par jour. Et ces 20 000 installations-là par jour sont sur des périphériques uniques, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les réinstallations ou les mises à jour, c'est vraiment 20 000 nouveaux utilisateurs chaque jour, ce qui est quand même un nombre assez impressionnant. Donc, la communauté CyanogenMod est assez grande. Donc, on va retrouver le code review de CyanogenMod sur review.cyanogenmod.com. Donc c'est là où on va avoir tous les patchs soumis par les utilisateurs et n'importe qui peut dire si ce patch fonctionne sur son périphérique ou pas, si ça cause des problèmes sur d'autres périphériques ou s'il y a d'autres soucis. Au niveau des forums, on va retrouver, il y a un forum officiel de CyanogenMod, mais il n'est pas forcément très actif. Personnellement, j'y passe pas spécialement beaucoup de temps. En général, vous allez retrouver beaucoup plus de développeurs sur les forums d'XDA Developers. Donc, vous avez vraiment des milliers et des milliers de développeurs de CyanogenMod ou non. Donc c'est assez pratique si vous avez un souci, soit de développement de ROM, soit même de développement d'application. Vous allez retrouver aussi le changelog de CyanogenMod sur changelog.bbqdroid.org. Ce site-là, c'est principalement moi qui l'ai développé, je l'ai développé à 90% à peu près. Là-dessus, vous allez retrouver tous les changements apportés dans les dépôts de CyanogenMod. Donc dès qu'il y a un commit qui est fait sur un dépôt de CyanogenMod, vous le verrez apparaître sur le changelog et vous pourrez savoir nightly après nightly quels ont été les changements apportés. Et bien sûr, sur les canaux, on fait beaucoup de support sur les canaux IRC, principalement via CyanogenMod sur Freenode. Donc, CyanogenMod a l'avantage d'être très souvent mis à jour et de proposer justement des fichiers de mise à jour tous les jours. Donc il faut savoir que la plupart des périphériques, quasiment tous d'ailleurs, proposent ce qu'on appelle des nightlies. C'est-à-dire qu'on va prendre la base de source de CyanogenMod et on va la compiler chaque nuit pour chaque matin proposer en fait une version compilée prête à l'installation pour chaque périphérique supporté par CyanogenMod. Les dépôts de CyanogenMod sont régulièrement mis à jour avec les derniers changements sur les dépôts de Google, donc que ce soit des mises à jour mineures, donc des corrections de bugs, des corrections de failles de sécurité, etc. Ou des changements plus importants, comme par exemple il y a quelques jours, il y a eu la mise à jour 4.1.2 qui a été publiée par Google. 3 heures après, on pouvait déjà mettre à jour les sources de CyanogenMod et compiler CyanogenMod en 4.1.2. Il y a une version majeure de CyanogenMod pour chaque version majeure d'Android. Il y a eu CyanogenMod 7 pour Android 2.3. Il n'y a pas eu CyanogenMod 8 puisqu'Android n'a pas libéré les sources de Nikomb. CM9 pour Ice Cream Sandwich, CM10 pour Jelly Bean, il y aura CM11 pour KillingPie, etc., etc. Alors lorsqu'on parle des mises à jour d'Android, il y a une question qui revient très souvent et qui pose vraiment souci, c'est pourquoi est-ce que les constructeurs mettent 6 mois, parfois plus, à proposer une mise à jour majeure d'Android, alors que CyanogenMod arrive en 2 semaines, 3 semaines, à proposer une nouvelle version majeure. Donc il faut savoir que le développement d'une version majeure, donc au niveau de CyanogenMod, varie en fonction de 3 grands facteurs. S'il y a beaucoup de changements dans les interfaces matérielles, s'il y a beaucoup de changements dans le framework, donc tout ce qui est écran d'accueil, écran de verrouillage, etc. Et s'il y a beaucoup de changements dans les applications. Donc c'est pour ça qu'il a été beaucoup plus rapide de passer d'Android 2.1 à 2.2, 2.2 à 2.3, que de passer d'Android 2.3 à Android 4. Puisque ce qu'on pouvait faire, ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant dans toutes les versions d'Android, c'est récupérer les changements qu'on a fait et les réappliquer sur la nouvelle base de code. Le problème, c'est qu'Android 4.0 changeait vraiment tout à tous les endroits. Donc, ce qui fait que toutes les interfaces matérielles ont été changées. Tout le framework a été vraiment modifié, bougé dans tous les sens. Toutes les applications ont été refaites. Ce qui fait que tous les changements qu'on avait déjà faits, on n'a pas pu les réappliquer. On a dû donc les recoder complètement en s'adaptant bien sûr aux nouvelles lignes de design que Google
a introduit avec Android Ice Cream Sandwich. Donc, du coup, c'est pour ça que ça a pris beaucoup plus de temps de passer à Ice Cream Sandwich que ça a pris pour passer dans les versions précédentes. Rentrons maintenant dans la partie un petit peu plus technique, donc comment porter CyanogenMod sur son téléphone. Alors, n'y voyez pas là une recette à suivre, ce n'est pas une recette de cuisine, ça varie vraiment d'un périphérique à l'autre, ça dépend vraiment du type de matériel. Aussi, je vais partir du principe que vous avez un minimum de connaissances en système Android et en système Linux, c'est quand même mieux d'en avoir. Et voilà. Donc, une vue d'ensemble du processus. Donc dans un premier temps, lorsqu'on va commencer un portage, on va aller chercher, préparer ces fichiers donc, dans le device tree. On va aller récupérer le kernel et récupérer les fichiers propriétaires. Je vais détailler chacune de ces parties juste après. On va voir donc comment se passe l'étape de compilation. Comment ça se passe lors du premier démarrage de son portage. Comment intégrer les modules d'abstraction matérielle, donc faire fonctionner la caméra, le GPS, le son, l'accélération graphique, etc. On va voir comment corriger les bugs. Enfin, au travers de quelques anecdotes, je vais vous montrer comment est-ce qu'on corrige les bugs qui reviennent le plus souvent lors des portages. Et enfin, ça peut intéresser certaines personnes, comment ça se passe le procédé pour publier ses sources, son portage, vers les dépôts de CyanogenMod et profiter des nightlies, etc. Alors les outils qu'il vous faut pour réaliser ça, donc dans un premier temps, il vous faut un système à base Unix, soit un système Linux, soit Mac OS X. Il est en théorie possible de compiler sous Windows, mais c'est à vos risques et périls. Il vous faut le SDK Android. Alors, il est intégré dans les sources d'Android, mais c'est toujours mieux d'en avoir un de côté au cas où. Il vous faut donc bien sûr les sources d'Android ou de CyanogenMod. Donc, soit vous pouvez compiler CyanogenMod, soit vous pouvez compiler la OSP, ça fonctionne plus ou moins pareil. L'avantage des sources de CyanogenMod, c'est qu'il y a beaucoup plus de plateformes qui sont supportées que la OSP en elle-même. C'est-à-dire que quand on a fait par exemple nous notre portage pour le Galaxy S2, on a rajouté plein de choses spécifiques à la plateforme Exynos dans les sources d'Android. Ces modifications-là, vous ne les retrouvez pas dans la OSP. Donc, du coup, en utilisant les sources de CyanogenMod, vous avez un certain train d'avance, j'ai envie de dire, pour votre portage. Donc un minimum d'expérience en système Linux, je viens de le dire, et il vous faut un périphérique Android qui a un bootloader déverrouillé. Donc forcément, si vous avez un bootloader verrouillé, le téléphone refusera de démarrer si vous n'avez pas un kernel signé par le constructeur. Donc c'est très embêtant. Donc la première étape, comme je l'ai dit avant, c'est la préparation du device tree, du kernel et des fichiers propriétaires. Donc chacun de ces trois modules-là se place dans des dossiers qui se trouvent à la racine de votre dossier de source. Vous allez retrouver le device tree dans device, le kernel dans le dossier kernel et les fichiers propriétaires dans le dossier vendor. Donc le device tree, qu'est-ce que c'est exactement? Donc ça se présente sous la forme device / un dossier pour le constructeur / un dossier pour le modèle. Ça contient toutes les informations qui sont relatives au périphérique. Donc par exemple, vous avez un fichier qui s'appelle boardconfig qui va lister toutes les informations de partition à l'intérieur de la mémoire de votre téléphone. Les paramètres du kernel, quel est le kernel à compiler, quelle est la config à utiliser. Les flags de compilation, quand vous allez lancer la compilation. Donc par exemple, sur la série des Galaxy S, on a un flag qui s'appelle Exynos Enhancements et qui va du coup activer dans les sources plein d'améliorations et plein de fonctionnalités rajoutées pour les plateformes Exynos. On a un deuxième fichier qui va s'appeler device.mk qui va contenir le nom du périphérique, le type du périphérique, est-ce que c'est une tablette ou est-ce que c'est un téléphone, la liste des fichiers spécifiques à compiler, si vous avez des modules matériels à compiler, il faut les lister là-dedans pour qu'ils soient compilés lors de la compilation du système. On va retrouver un fichier qui va se retrouver dans le RAM disk, c'est l'init.nomduboard.rc. C'est en fait un fichier qui va être exécuté lors du démarrage du système et qui va donc s'occuper de lancer les services nécessaires au système, lancer les applications qui ont éventuellement besoin, changer les permissions sur des dossiers ou des périphériques système, des devices, créer des dossiers, etc., etc. On va retrouver aussi un dossier overlay, donc en fait, c'est un dossier qui peut permettre d'écraser des paramètres par défaut, des configurations par défaut du système. Donc, par exemple, dans l'application paramètres, vous allez avoir l'état du stockage, vous pouvez activer la luminosité automatique, etc. Et pour que cette application fonctionne correctement, il faut que dans un overlay, vous allez écraser les paramètres par défaut de stockage, de luminosité, pour mettre vos valeurs à vous. C'est-à-dire que si vous avez un capteur qui envoie des valeurs très très basses de luminosité, pour que la luminosité automatique fonctionne correctement, vous devez spécifier donc, dans un fichier XML, quelles sont les valeurs de luminosité à prendre en compte et quelle est du coup la luminosité de l'écran appliquée pour ces valeurs-là. C'est un exemple, il y a énormément de choses qu'on peut changer et ça se passe là-dedans. Pour éviter justement de devoir modifier en fait, les sources d'Android en elles-mêmes à chaque fois.
Le device tree peut aussi contenir certains modules spécifiques à certains périphériques. Donc ça peut être des modules d'extraction matérielle, ça peut être des wrappers pour certains périphériques si on a besoin. Il faut savoir que ça, bien sûr, c'est optionnel. Donc ça n'intervient que plus tard dans le portage et ce n'est pas forcément nécessaire. Si votre portage fonctionne très bien sans aucun module open source avec les fichiers propriétaires, il n'y a absolument pas besoin de mettre les sources de certains modules. Et enfin, dans le device tree, vous allez retrouver certaines applications qui sont spécifiques aux périphériques. Donc, par exemple, dans CyanogenMod, on a une application qui s'appelle Device Settings, qui est en fait la petite option paramètres supplémentaires ou paramètres avancés, qui va en fait vous donner accès à des paramètres qui sont spécifiques aux périphériques pour lesquels vous avez CyanogenMod. Donc du coup, on a une application pour chaque périphérique, puisque une tablette, un téléphone, selon la plateforme, ça a des paramètres différents. Et donc on fait ça dans le dossier Device Settings, dans une application entre guillemets standardisée qu'on a pour toutes les distributions. Et vous pouvez retrouver n'importe quelle autre application de configuration ou autre spécifique à un périphérique. Par exemple, sur les tablettes Asus, vous avez le dock. Et le dock est géré par une application et cette application se trouve dans le Device Tree. Donc ensuite, on arrive au kernel. Donc, les sources du kernel sont mises à disposition par les constructeurs, donc, sauf si vous développez votre propre plateforme. Donc là, c'est plus ou moins à vous de faire votre kernel. Mais pour les périphériques grand public, donc les sources du kernel sont mises à disposition par les constructeurs. Puisqu'ils sont sous licence GPL, absolument tous les constructeurs sont obligés de publier les sources. Il existe encore des petits constructeurs qui ne publient pas leurs sources, et du coup c'est très embêtant pour les développeurs. Les sources du kernel, pour les utiliser, c'est très simple, il suffit de les copier dans le dossier kernel, donc de la même façon que dans le device tree. Il reste très souvent à changer, il y a très peu de modifications à faire dans les sources du kernel en elles-mêmes. Ça se peut que maintenant, par exemple chez Samsung, ils utilisent un protocole MTP propriétaire. Donc du coup, il nous faut désactiver ce protocole MTP propriétaire et activer le protocole de Google pour que le transfert de fichiers se fasse sans les magnifiques applications de Samsung. Donc en général, seule la configuration par défaut est modifiée pour parfaire certains réglages. Ça peut être par exemple désactiver certains modules Wi-Fi qui ne sont pas utilisés ou rajouter -CyanogenMod après le numéro de version. Et un même kernel peut être partagé entre plusieurs périphériques. Donc, exemple concret, le Galaxy S2 et le Galaxy Note partagent un même kernel, puisqu'ils utilisent tous les deux un Exynos 4210. De la même façon, le Galaxy S3 et la Galaxy Note 10.1 utilisent aussi le même kernel, puisqu'ils ont tous les deux un Exynos 4412. Donc c'est valable aussi pour pas mal d'autres périphériques. Ensuite, les fichiers propriétaires. Donc les fichiers propriétaires, en fait, c'est un ensemble de librairies, de binaires, de fichiers de configuration qui ne sont pas open source. Donc ça va être principalement l'interface radio, donc le petit module qui va permettre l'interaction entre le système Android et l'antenne GSM. Ça va être les bibliothèques EGL, donc tout ce qui est vraiment bas niveau pour la carte graphique. Tous les modules HAL, si vous n'avez pas les sources évidemment. Donc ça va être en général la caméra, le GPS, le son, l'accélération graphique. Donc ça dépend des constructeurs si vous avez les sources ou pas. Tous leurs fichiers de configuration et leurs dépendances, c'est vraiment au cas par cas après de ce qu'il y a besoin. Mais il y en aura au moins quelques-uns à ajouter dans un portage en général. Donc certains constructeurs distribuent les sources de certains de ces modules. Sony par exemple possède un dépôt sur GitHub où il y a toutes les sources du module des capteurs, donc tout ce qui est orientation, accéléromètre, etc. Toutes les sources sont sur le dépôt, il suffit de les récupérer et donc du coup on peut faire des améliorations et aussi on est un peu plus sûr que ça fonctionne bien sur la OSP. Puisque les fichiers propriétaires sont la cause numéro 1 des bugs, puisque certains constructeurs, plutôt que d'adapter les modules au système Android, ils vont adapter le système Android à leur module. Ce qui fait que nous, quand on va réutiliser ça donc, avec la OSP, ça va planter, ça va bugger, parce que le module n'attendait pas ce type de fonction-là, n'attendait pas ce paramètre-là, etc. Donc, très souvent, les bugs viennent de là. Ensuite, une fois que nos trois dossiers sont prêts, on va passer donc à la compilation. La compilation, c'est une étape extrêmement simple, pour peu que vous n'ayez pas d'erreur de compilation par la suite. Donc, par exemple, pour le Galaxy S3, donc, le numéro de modèle, c'est i9300. Donc, vous allez initialiser dans un premier temps l'environnement de compilation, donc en tapant build/env-setup à la racine de vos sources et dans un terminal, évidemment. Et ensuite, une seule commande permet de lancer toute la compilation et de faire votre fichier zip final prêt à flasher. Donc c'est la commande brunch espace le numéro du modèle. Donc cette fonction brunch est uniquement disponible dans les dépôts de CyanogenMod, c'est une fonction qu'on a développée nous. Il faut utiliser la fonction lunch si vous utilisez l'AOSP. Et lorsque vous lancez une compilation, prévoyez quelque chose à faire de votre après-midi, puisque sur ma machine, qui est quand même relativement puissante, je prends entre 10 et 20 minutes de compilation.
Si vous avez plus de RAM, ça va plus vite, mais si vous avez moins de RAM, ça va beaucoup moins vite. Donc voilà, le record à battre, c'est Codeworks, qui donc tourne à quelques gigahertz de plus que moi et qui a 16 Go de RAM, qui compile en moins de 10 minutes. Donc si vous arrivez à battre ce record. Sans Ccache, donc Ccache c'est un système qui permet de mettre en cache des fichiers compilés, donc d'accélérer la compilation. Sans Ccache, vous allez perdre 2 à 3 fois plus de temps à la compilation. Donc, lors de votre première compilation, ça va être extrêmement long, ça va prendre quelques heures peut-être, et c'est tout à fait normal. Quelques petits trucs et astuces pour la compilation. Donc, pour compiler juste un dossier, donc juste un module donc, où se trouve un fichier android.mk, les fichiers android.mk ce sont des makefiles plus ou moins dédiés à Android. Vous allez taper la commande mmm espace le chemin vers le dossier. En précisant l'option -b, vous allez forcer le système de compilation à recompiler le module et pas juste compiler les différences. Pour supprimer les fichiers de sortie, vous avez soit la méthode élégante de taper make clobber, soit la méthode bourrin rm-rf out, ça fonctionne aussi très bien. Si vous n'utilisez pas brunch, donc la commande de CyanogenMod, pensez bien à préciser le nombre de threads quand vous utilisez la commande make, puisque par défaut make va utiliser un seul thread, et c'est pas comme si la compilation était déjà assez lente comme ça. Donc pensez bien à préciser le nombre de threads à chaque fois que vous utilisez la commande make. Et vérifiez aussi que vous utilisez bien Ccache. En tapant la commande Ccache-S, vous allez pouvoir avoir des statistiques de l'utilisation de Ccache, et donc voir si d'une part il est bien utilisé, et d'autre part si le cache n'est pas plein. Par défaut, sur une distribution Linux, la taille du cache est de 100 mégas. Le mien est réglé à 20 Go et il y a 10 Go d'utilisé. Pour créer une image de recovery, donc une fois que vous avez votre kernel de configuré, il suffit de taper la commande make recovery image, donc toujours en précisant le nombre de threads. Ça va vous sortir un fichier recovery.img qui est flashable sur votre périphérique par fastboot, donc si votre périphérique est compatible fastboot. De même, pour créer une image de boot, donc avec le kernel, tapez make boot image. De la même façon, ça va sortir un fichier boot.img flashable par fastboot. Une fois votre ROM compilé, donc vous avez flashé votre kernel, vous avez mis votre ROM sur votre carte SD ou sur votre mémoire interne, vous l'avez flashé par le recovery, et il arrive le temps du premier démarrage, qui est toujours un grand moment de stress. Alors, le premier démarrage s'étale sur 4 niveaux de chance. Donc, si vous n'avez pas de chance, le téléphone va rester bloqué sur l'écran du chargeur de démarrage. Vous allez avoir un magnifique logo Samsung ou Asus ou ce que vous voulez pendant 10 minutes et rien ne va se passer. Si vous êtes un peu chanceux, le téléphone va afficher un écran noir mais rien de plus va se passer. Si vous êtes très chanceux, l'animation de démarrage va s'afficher mais le démarrage ne va pas se finir. Vous allez voir l'animation de démarrage en boucle, en boucle, en boucle. Et je vous conseille d'aller jouer au loto si du premier coup vous voyez l'animation de démarrage et le launcher s'afficher directement du premier coup. Personnellement, ça m'est encore jamais arrivé. Alors, quels sont les symptômes les plus communs à ces petits problèmes? Donc, si le téléphone reste bloqué sur l'écran de démarrage, si ADB, donc le petit logiciel qui permet de débugger les systèmes Android, ne détecte rien, c'est que vous avez potentiellement un problème de kernel. Donc, vous n'avez soit pas utilisé la bonne configuration, soit il y a quelque chose qui s'est mal passé. Certaines sources de kernel distribuées par les constructeurs proposent plusieurs fichiers de configuration. Donc, vérifiez que vous avez bien pris le bon et pas celui d'un autre périphérique. Si ADB détecte votre téléphone et donc que vous restez bloqué sur l'écran de chargeur de démarrage, c'est possible que la ROM soit incomplète. Donc si dans votre fichier device.mk vous n'avez pas spécifié si c'était un téléphone ou une tablette, il se peut que ça ne démarre pas puisque certains fichiers du framework, certains éléments du framework ne seront pas compilés. Si votre téléphone affiche un écran noir et que rien ne se passe, voir donc ce que ADB log4 raconte. Très souvent c'est dû à des fichiers propriétaires qui manquent, notamment les librairies EGL qui s'occupent donc de l'affichage graphique. Si ces librairies ne sont pas présentes ou si elles ont des problèmes pour s'initialiser, l'affichage graphique ne bougera pas. Donc pour ça, vérifiez bien dans ADB log4, vous allez certainement avoir des erreurs, soit fichier de configuration manquant, soit permission refusée, des choses comme ça. Ça peut aussi être dû à un init.rc incomplet. Exemple qui nous est arrivé, chez Samsung, l'accélération graphique a besoin du service de sortie HDMI. Et tant que le service de sortie HDMI n'est pas démarré, l'affichage sur votre téléphone ne bouge pas. Donc il nous a fallu faire un faux module HDMI qui simule le démarrage d'un service HDMI pour que le téléphone y bouge. Et enfin, ça peut être dû aussi à un build.prop qui est invalide. Depuis Jelly Bean, il faut bien que le fichier build.prop soit en permission de lecture seule seulement, sinon le système refuse de lire le fichier. Et il y a eu des modifications dans Surface Flinger qui font que vous êtes obligé de spécifier le DPI de votre périphérique, sinon soit il est mal lu, soit parfois ça ne démarre pas du tout parce que le paramètre n'est pas mis. Si votre animation de démarrage s'affiche, mais que le démarrage ne se termine pas, vous avez ce qu'on appelle un boot loop. Donc ça peut être dû à un service qui est attendu et qui ne se lance pas. Donc allez vérifier, comparer le fichier init.rc du constructeur et votre fichier init.rc à vous.
Ça peut être pareil, par exemple, un service HDMI qui ne démarre pas, ça peut être un service audio qui ne démarre pas, et donc les services Android vont attendre ces services en boucle et donc jamais finir de démarrer. Ça peut être dû aussi à des slash data qui n'a pas été effacé. Trop souvent, on a des gens qui disent « Ah, votre RAM ne marche pas !» parce qu'ils n'ont pas effacé slash data. Il faut savoir que les ROM constructeurs ont la mauvaise habitude de bricoler les paramètres par défaut d'Android et donc du coup faire des paramètres dans slash data qui ne sont pas compatibles avec la OSP. Ce qui fait que quand la OSP va essayer de démarrer, ça va causer plein de soucis, donc ce qui fait qu'il va planter et redémarrer en boucle. Ça peut être dû à une bibliothèque qui fait planter un service système ou le système même en général, donc qui va redémarrer en boucle. Si vous avez une librairie dont les dépendances ne sont pas satisfaites ou des fichiers de configuration qui manquent et que la librairie plante, du coup, le service qui a appelé la librairie va planter aussi. Donc du coup, on se retrouve au premier souci. Et si vous voyez l'animation de démarrage et le launcher, eh ben, félicitations. Je pense que vous pouvez maintenant avouer que vous avez compilé pour un produit Nexus et que forcément, ça fonctionne du premier coup. Quelques petits trucs et astuces pour le debug. Retenez bien cette commande adb logcat. Une fois que vous l'aurez tapé 2000-3000 fois, vous allez commencer à taper adb lolcat. Ça fonctionne aussi. Si votre recovery est contenu dans le RAM disk et pas sur une partition dédiée, pensez bien à garder une image fonctionnelle de côté. Par exemple, le Galaxy S2 n'a pas de partition recovery dédiée. Et le recovery est en fait contenu dans l'image de boot, donc dans le kernel. Et du coup, si vous bricolez le kernel et que votre kernel ne démarre plus, vous n'avez plus non plus accès au recovery. Donc c'est toujours bien de garder une image qu'on est sûr qu'il fonctionne de côté pour que si on a besoin d'avoir un téléphone qui marche, on puisse réinstaller une image qui marche. Sachez qu'il n'y a pas de problème pour démarrer sans aucun module matériel, donc sans accélération graphique, sans son, sans rien. Si vraiment vous n'arrivez pas à le faire démarrer parce que les modules n'arrêtent pas de planter, vous pouvez tout enlever et essayer de démarrer vraiment purement en logiciel et après rajouter au fur et à mesure et voir où est-ce que ça bloque. Et n'ayez pas peur de bricoler dans les sources d'Android. Il y a une vingtaine de fonctions qui sont dans les sources de CyanogenMod qui servent juste à faire démarrer les fonctions de certains produits Samsung. Il faut savoir que ces fonctions ne font absolument rien. Soit c'est des fonctions avec un corps vide, soit ça fait return false dans tous les cas et les modules sont contents, ça démarre, ça marche très bien, mais il les faut. Voilà. Une fois que votre portage démarre enfin, vous allez donc tester qu'est-ce qui marche ne marche pas. Et en général, quand on va tester la première fois, eh ben, on va voir que le Wi-Fi ne marche pas, que les vidéos ne se jouent pas, que la carte SIM n'est pas détectée, que la caméra ne fonctionne pas, que le GPS ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de son, etc. etc. Donc c'est là que les joies commencent et c'est là que toute la difficulté du portage réside, c'est-à-dire qu'on va devoir maintenant bricoler avec les fichiers propriétaires ou d'autres fichiers sources pour réussir à faire fonctionner tout ça ensemble. Donc la plupart des fonctions manquantes ou la plupart des problèmes dans l'utilisation des composants de votre téléphone va être dû à des fichiers propriétaires qui sont manquants ou qui ne fonctionnent pas correctement. Par exemple, si votre son ne fonctionne pas, c'est potentiellement que vous n'avez pas soit recopié le bon module audio, soit que la configuration n'est pas là, etc., etc. Donc je vous invite à vérifier donc adb logcat, encore et toujours. C'est évident que vous allez voir toutes les erreurs et ça va beaucoup vous aider à faire votre portage. Regardez surtout les premières lignes du log, puisque si vous avez des librairies qui manquent, des fonctions qui manquent, ça va s'afficher vraiment au tout début du log. Donc, puisque tous les modules sont chargés vraiment au tout début du démarrage, s'il y a des librairies qui ne se chargent pas, c'est là que ça se verra. Pensez aussi à vérifier le log du kernel, donc soit en tapant cat/proc/kmsg où vous avez une commande qui s'appelle dmesg, donc bien sûr dans le shell ADB. Vous allez certainement retrouver pas mal d'erreurs là-dedans aussi, surtout pour les choses comme le Wi-Fi qui possède des drivers vraiment dans le kernel. Donc quelques petites anecdotes qui nous reviennent souvent lors des portages. Donc, la première, c'est le Wi-Fi ne marche pas. Donc 90% des téléphones, même 99% des téléphones et tablettes tournent sur des puces Broadcom. Ces puces Broadcom utilisent des fichiers de configuration et des firmware qui sont vraiment spécifiques à chaque produit. Donc si ces fichiers sont invalides ou s'ils ne sont pas présents, la puce Wi-Fi ne sera pas initialisée et donc du coup, votre Wi-Fi ne s'activera pas. De même, il faut savoir bien se rappeler que le driver Broadcom est un module kernel. Donc vérifiez que d'une part il est compilé, donc il est bien activé dans votre devconfig, et d'autre part qu'il est bien sur votre téléphone. Puisque les choses qu'on fait souvent, c'est qu'on compile le kernel, on flush notre kernel, mais on ne pense pas à recopier sur le périphérique les modules du kernel en eux-mêmes. Certains produits aussi utilisent plusieurs puces Wi-Fi. Par exemple, le cas du Galaxy S3 qui possède 3 puces différentes. Du coup, c'est 3 firmware différents, c'est 3 fichiers de configuration différents.
Bien sûr, si la mauvaise configuration est chargée, la puce ne démarre pas. Donc du coup, il faut qu'on trouve un moyen pour charger la bonne configuration pour le bon type de puce. Et fort heureusement, pour détecter ce type de puce, il y a les 3 premiers octets de l'adresse MAC qui sont distincts pour chaque type de puce. Donc au démarrage, on a un petit service qui va se lancer, qui va lire les 3 premiers octets de l'adresse MAC et dire ah bah c'est une puce machin, et on va charger cette configuration-là. Donc voilà, ça nous a bien pris 1 ou 2 semaines avant de voir qu'il fallait faire comme ça. Deuxième histoire qui revient assez souvent, il n'y a pas de son. Alors il faut savoir que la couche d'abstraction audio sur Android, c'est une simple interface entre le système et un chipset compatible ALSA ou TinyALSA. Donc, ce qui fait que du coup, il est parfaitement possible d'adapter la couche du Galaxy Nexus ou de la Nexus 7 pour votre téléphone ou votre tablette. C'est ce qui a été fait pour le Galaxy S3 notamment. On a récupéré les sources pour le Galaxy Nexus, on a fait quelques modifications et ça a fonctionné plus ou moins rapidement sur le Galaxy S3. En revanche, certains contrôleurs ne sont pas compatibles TinyALSA. Sur le Galaxy S2 et le Galaxy Note, ils ont une magnifique puce Yamaha qui est complètement fermée, qui ne fonctionne absolument pas comme tous les autres composants qu'on trouve dans la OSP. Donc du coup, on a eu énormément de problèmes lorsqu'on a passé Galaxy S2 sur Ice Cream Sandwich, et par la suite encore pour l'évolutivité. On a mis bien 3-4 mois avant d'avoir des appels qui fonctionnent correctement, par exemple. Histoire suivante, impossible de lire la vidéo. Donc il faut savoir que chaque SoC, chaque chipset possède sa propre méthode d'accélération vidéo. Ces méthodes d'accélération vidéo donc, se passent au travers de codecs spécifiques à chaque plateforme. Alors il existe des codecs logiciels, mais ils sont extrêmement lents puisqu'ils dépendent exclusivement du processeur et donc n'ont aucune accélération matérielle. Les codecs se présentent sous la forme de simples bibliothèques, donc c'est des shared objects Linux. Donc il y a un composant central qui s'appelle en général libstagefright HW. Et vous allez retrouver en fait chaque composant sous une librairie différente. Donc il y aura un composant pour chaque type MIME. Donc les vidéos MP4 seront décodées par une librairie HWMP4 machin. Les vidéos AVC par une autre librairie, etc., etc. Donc chaque codec se différencie et se fait appeler par un petit nom. En général c'est OMX, le nom de constructeur, .avc, .mp4, etc. Donc du coup, pour que libstagefright, la librairie qui s'occupe de gérer la lecture de vidéos, utilise bien ces codecs-là, il fallait avant modifier cette librairie pour ajouter les noms des codecs dans la liste des codecs à utiliser. Depuis Jelly Bean, il y a juste à modifier un fichier qui s'appelle mediacodec.xml et ajouter les noms des codecs en tête de la liste pour qu'ils soient utilisés automatiquement par Stagefright. Il faut savoir aussi que certains constructeurs ont mis en place des interopérations dans leur module de décodage. Donc, par exemple, certains codecs vidéo peuvent interagir avec la sortie HDMI. Et donc du coup, si votre sortie HDMI ne fonctionne pas, la lecture de vidéo ne fonctionnera pas ou très mal. Donc du coup, il faut modifier le comportement du système pour soit faire fonctionner la sortie HDMI correctement, soit au moins simuler la sortie HDMI pour que le module fasse bien ses opérations comme il faut. Rappelez-vous aussi que tous les formats de vidéo ne sont pas forcément supportés par la OSP. Les codecs propriétaires comme le DivX, le Windows Media Video ne sont pas supportés par la OSP. Donc forcément, si vous allez essayer de lire une vidéo comme ça sur votre périphérique Android, même si la lecture de vidéo fonctionne très bien, la vidéo ne sera pas lue puisque la OSP ne supporte pas ce type de format. Une façon simple et sûre de tester, c'est d'aller sur YouTube, vous lisez une vidéo en basse définition, en haute définition. Si les deux fonctionnent, vous avez de grandes chances que votre lecture de vidéo fonctionne très très bien. Histoire suivante, l'appareil photo qui fonctionne mal. Donc si vous constatez des erreurs, des plantages, des soucis avec votre caméra, la chose la plus simple et la plus rapide à faire, c'est d'utiliser un wrapper. Qu'est-ce que c'est un wrapper? C'est un petit module qu'on va intercaler entre le système Android et le vrai module caméra. Donc on va réimplémenter chaque fonction de ce module et ça va nous permettre de voir ce qui est transféré au module caméra. Et aussi ça va nous permettre de modifier ce qui est transféré au module caméra. Donc par exemple sur le Galaxy S3, pour faire fonctionner la caméra correctement sans qu'elle plante à chaque fois qu'on fasse une photo, il nous a fallu désactiver 2 fonctions de l'AOSP. Donc je vous invite à aller faire un tour sur le device tree du Galaxy S3 pour voir comment ça a été fait. N'hésitez pas à utiliser aussi votre module sur les ROM officiels, les ROM des constructeurs. Il se peut que dans certains cas, les constructeurs rajoutent des paramètres ou rajoutent des commandes pour faire fonctionner leur module. Si vous ne passez pas ces commandes, il y a des chances que le driver ne fonctionne pas correctement et donc l'AOSP n'arrivera pas à faire fonctionner votre caméra correctement.
chaque capteur possède ses propres caractéristiques, donc tout ce qui est ISO, balance des blancs, réglage de focus, etc. Donc il y a un très grand nombre qui est déjà supporté par la OSP évidemment. Mais en général, les constructeurs rajoutent d'autres fonctions en plus, que ce soit sur les couleurs ou sur le capteur en lui-même. Et donc du coup, il est parfaitement possible de modifier l'application caméra et de rajouter ces paramètres en plus. Parce que en général, c'est ce que les utilisateurs demandent. Les utilisateurs vont ouvrir l'application caméra sur la ROM du constructeur, ils vont voir qu'il y a 500 000 paramètres qui ne se serviront jamais. Mais s'ils ne les ont pas sur la OSP, ils vont aller ouais, j'arrive pas à régler, le jaune n'est pas assez jaune sur ma caméra, ou c'est pas bien votre ROM, machin. Donc, on essaie de rajouter un maximum de paramètres pour que les utilisateurs soient contents quand ils utilisent leur caméra souvent. Déjà quand on est dans la caméra, ils écrivent souvent si c'est impossible de filmer. Donc encore une fois, compare avec les ROM constructeurs. Sur le Galaxy S2 par exemple, il y a un paramètre spécifique qui est passé lorsqu'on est en mode vidéo. Si ce paramètre-là n'est pas passé quand on est en mode vidéo, l'appareil photo ne prendra pas de vidéo. Rappelez-vous aussi que l'enregistrement vidéo utilise des codecs vidéo. Donc du coup, si vous n'arrivez déjà pas à lire de vidéo correctement, n'espérez pas enregistrer une vidéo, puisque l'un va avec l'autre. Gardez un œil sur ADV Log 4 donc, si vous avez des soucis, mais aussi sur le log kernel. Les codecs vidéo interagissent avec des drivers du kernel, et donc du coup, s'il y a des erreurs, s'il y a des petits soucis, ça s'affichera plutôt dans le log kernel que dans le log 4. Et enfin, dernière histoire vécue, impossible d'installer certaines applications. Donc, lorsque vous allez installer une application depuis le Play Store, vous allez peut-être voir qu'il commence à télécharger, tout vous dites « Ah, c'est bien, ça marche ». Mais au moment d'installer l'application, il va vous dire espace de stockage insuffisant, veuillez insérer une carte SD, des choses comme ça, alors que votre mémoire interne est vide ou votre carte SD est vide. Alors, si la carte SD n'est pas correctement configurée ou si la mémoire interne n'est pas correctement configurée, notamment dans l'overlay de l'application paramètres, le système ne va pas détecter que vous avez une mémoire interne. Donc, pour vérifier si c'est bien configuré, vous essayez de prendre une photo ou vous essayez d'ouvrir la galerie. Exemple typique de ce qui va se passer, vous allez ouvrir la galerie, vos photos vont s'afficher dans le fond, mais il y aura un message au milieu de l'écran qui va dire « Veuillez insérer une carte SD ». Donc vous allez dire « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il affiche les photos alors qu'il me dit qu'il n'y a pas de carte ?» C'est parce que l'overlay n'est pas configuré, donc en fait il va essayer de voir les points de montage de stockage disponibles. Il va voir qu'il n'y en a aucun, donc il va dire il n'y a pas de mémoire interne, donc j'ai techniquement pas de photos à ajouter. Mais en même temps, le service derrière qui va afficher les photos, lui, va bêtement aller chercher sur /sdcard et va voir qu'il y a des photos. Ensuite, comment se passe le procédé pour publier les sources vers CyanogenMod? Donc, ce qu'il faut dans un premier temps, bien sûr, c'est que votre ROM soit compilable et qu'elle fonctionne directement après la compilation. C'est-à-dire que grosso modo, les serveurs d'analyse qu'ils vont faire, ils vont mettre à jour leur dépôt, ils vont taper brunch espace votre modèle et ils vont publier le fichier zip final. Donc il faut bien sûr que votre fichier zip final fonctionne sur le périphérique directement, qu'il n'y ait pas de fichier à rajouter, qu'il n'y ait pas de modification à faire après avoir flashé la ROM. Il faut que les sources de votre portage, le kernel et les fichiers propriétaires soient sur GitHub. Ensuite, il suffit d'effectuer une requête sur Gerrit, donc sur le code review. On fait une petite modification dans le fichier changelog.mkdn. Dans ce fichier, il y a la liste de tous les portages et de toutes les personnes qui ont contribué au portage. Donc vous rajoutez votre nouveau périphérique, vous rajoutez votre pseudo, votre nom, et vous envoyez ça donc via le code review. Dans le message du commit, vous allez préciser quels sont les dépôts à cloner, quels sont les dépôts à récupérer. Et quelqu'un qui a les droits d'administrateur sur les dépôts de CyanogenMod va donc cloner vos dépôts, va ajouter ce qu'il faut dans Jenkins pour faire la compilation avec les nightly. Et voilà, 24 heures après, vous avez votre première nightly disponible pour tous les utilisateurs. Et après, une fois que votre portage fonctionne, une fois que vous profitez des nightly, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Et c'est là que le rôle de maintainer intervient. Il faut maintenir son portage. Donc il faut d'une part rester à jour avec les sources du kernel distribuées par les constructeurs. En général, lorsqu'il y a une mise à jour majeure depuis les constructeurs, il y a des mises à jour du kernel qui vont avec. Il y a des mises à jour de fichiers propriétaires que vous allez récupérer dans les mises à jour aussi des constructeurs. Cette fois-ci, non pas sur le site en général où on trouve les sources du kernel, mais sur les fichiers de mise à jour directement. Donc le travail de maintainer, en gros, une fois que notre portage est fini, c'est de mettre à jour le kernel, de mettre à jour ces fichiers-là qui en général apportent des améliorations de performance, des améliorations de fonctionnalité, etc. Et être sûr que tout fonctionne encore correctement. Il faut aussi vérifier que notre portage fonctionne toujours avec l'upstream, donc avec non seulement les fonctionnalités de CyanogenMod en général, mais aussi avec les mises à jour majeures d'Android. Donc si on ajoute une fonctionnalité, comme par exemple récemment il y a eu CM Updater
dans CyanogenMod, une petite application qui vous permet d'installer automatiquement les nightlies. Il y a eu des petits soucis sur certains périphériques, donc du coup on a dû voir pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas correctement. Et donc lorsqu'il y a une nouvelle version majeure d'Android et donc de CyanogenMod, il faut être sûr que notre portage fonctionne toujours avec cette nouvelle version. Et donc il y a plus ou moins de boulot en fonction de l'importance de la mise à jour. Donc, comme je l'ai expliqué au début, que de passer d'Android 2.2 à 2.3 était très rapide, mais de passer de 2.3 à Android 4.0 était beaucoup plus long. Donc, en conclusion, à mon humble avis, après les distributions Linux, Android possède la communauté de développeurs la plus active. Il y a des centaines de milliers de développeurs à travers le monde qui développent leurs ROM, contribuent à des ROM, développent des kernels, etc. etc. Donc c'est vraiment un énorme écosystème de développeurs et c'est très impressionnant à voir. Ça procure à Android une évolutivité vraiment infinie puisque n'importe qui peut prendre les sources, rajouter des fonctions mineures ou majeures au système et en faire profiter tous les utilisateurs à travers le monde. C'est assez déplorable, mais parfois les ROM alternatives sont parfois meilleures que les ROM officielles. Vous avez certainement entendu parler du Galaxy S qui à la sortie était extrêmement lent, qui avait une mémoire interne extrêmement lente. CyanogenMod a permis d'apporter des améliorations sur le système de fichiers que Samsung utilisait dans le Galaxy S et donc du coup apporter des performances vraiment meilleures par rapport au ROM officiel. De même, Samsung a jugé que le Galaxy S n'était pas compatible avec Ice Cream Sandwich et Jelly Bean, alors que la ROM Jelly Bean CyanogenMod 10 pour le Galaxy S fonctionne beaucoup mieux que n'importe quelle ROM officielle qui a pu être publiée par Samsung. Je prends l'exemple de Samsung parce que c'est celui que je connais le plus, mais il y a potentiellement d'autres périphériques aussi qui ont souffert du même problème. Donc CyanogenMod, c'est une ROM extrêmement complète, fruit de nombreuses heures de travail par des centaines de personnes. Il y a énormément de code rajouté par rapport aux sources de Google. Il y a des changements qu'on soumet directement à Google via le code review officiel d'Android. Ce qui fait que ça procure vraiment une plateforme de travail extraordinaire pour toutes les personnes qui s'occupent de maintenir des projets, de maintenir des portages. Et du coup, c'est vraiment, j'ai envie de dire, convivial ou familial de faire un portage et puis de rejoindre l'équipe CyanogenMod. Quelques liens qui vont potentiellement vous servir. Donc, dans un premier temps, teamaxung.org. Donc teamaxung, c'est le nom de l'équipe en fait, qui s'occupe des portages des téléphones Samsung, d'Android sur les téléphones Samsung. CyanogenMod.com, donc le site officiel de CyanogenMod. Forum.xda Developers, donc c'est un forum qui contient 4 millions de membres et qui possède des milliers de développeurs. Donc que vous soyez développeur système, développeur kernel ou développeur d'application, vous verrez certainement quelqu'un qui pourra vous aider si vous ouvrez un topic là-bas. Le GitHub de CyanogenMod, github.com/cyanogenmod. Donc là-dessus, vous allez retrouver toutes les sources, donc tous les device trees, tous les kernels, tous les dépôts des sources d'Android en elles-mêmes. Donc imaginons que vous faites un portage pour une variante d'un téléphone. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir utiliser le device tree qui existe déjà et l'adapter à la variante du téléphone que vous avez. Plus en rapport avec moi directement, donc bon Twitter, twitter.com/explodwild. Mon site web, explode.fr, vous allez retrouver mon blog que j'ai ouvert il y a une semaine. Si vous avez besoin de support, que vous soyez utilisateur ou développeur, donc sur Freenode, on a Diez teamaxung donc pour tout ce qui est portage sur le téléphone Samsung, Diez CyanogenMod pour tout ce qui est aide, surtout lié aux utilisateurs, et Diez CyanogenMod Dev pour tout ce qui est support pour les développeurs. Donc si vous avez des soucis de portage, des choses comme ça, vous pouvez poser vos questions là-bas, on vous accueillera les bras ouverts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc il y a une question. J'arrive. Merci, bonjour, je m'appelle Daniel Lalande. C'est une question qui me fait depuis longtemps, c'est pourquoi est-ce que on n'arrive pas à avoir un téléphone libre, 100% libre? Qu'est-ce qui bloque la folie? Il y a plusieurs choses. Donc déjà, une grosse chose dont on n'aura certainement jamais de notre vie les sources dans les communautés open source, c'est les sources de tout ce qui est interface radio. Donc c'est tout ce qui est communication et protocole GSM. Ça, c'est un secret industriel entre les opérateurs et les constructeurs. Donc il y a au moins ce module-là qu'on ne pourra jamais avoir, on ne pourra jamais avoir les sources. Les autres choses après, donc ça va être principalement tout ce qui est librairie EGL. Donc ça, c'est vraiment du secret au niveau NVIDIA, c'est sa propre méthode d'interagir avec son chipset.
Donc du coup, ils ne veulent pas forcément que les autres constructeurs puissent avoir accès à ces sources-là et donc du coup développer un chipset qui fonctionne de la même façon. Après, dernièrement, il y a eu beaucoup d'efforts de la part des constructeurs quand même. TI, par exemple, a un site qui a un dépôt de sources en fait, qui contient toutes les sources pour l'accélération graphique, pour le module Graloc et les capteurs, il me semble. Et donc du coup, ces sources-là sont disponibles. Mais le problème, c'est que ça devient difficile pour les constructeurs de maintenir ces arbres par la suite, maintenir ces dépôts par la suite, puisque il y a des dizaines, des vingtaines de variantes d'un même téléphone ou plusieurs types de téléphones. Donc du coup, maintenir ces dépôts pour eux, ça peut être une source de perte de temps, entre guillemets, puisque ça leur fait gagner pas d'argent. Après aussi, c'est les constructeurs qui ne veulent pas forcément, puisque quelqu'un qui va pouvoir mettre à jour son téléphone indéfiniment ne va pas acheter un nouveau téléphone. Donc du coup, c'est potentiellement des pertes de vente pour les constructeurs. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont un peu réticents à distribuer les sources. Voilà. Bonjour. Donc ma question, c'est que je constate que vous faites pas mal de modifications dans toutes les couches Android, que ce soit kernel ou respectif. Donc pour arriver au même niveau de stabilité qu'une ROM officielle, je suppose que vous faites pas mal de tests. Donc ma question, c'est est-ce que vous capitalisez ces tests? Est-ce que vous avez un framework de test automatisé? Est-ce que vous utilisez des outils en particulier? Ou chaque maintainer s'occupe de son côté de ces tests? En fait, en général, ce qu'on va faire, c'est que, oui, nous, on va tester nous-mêmes. On va essayer de lancer une vidéo, on va essayer d'activer le Wi-Fi, on va essayer machin. Avant de passer au nightly, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier une version expérimentale sur XDA ou n'importe où ailleurs. Et on va voir, est-ce que les utilisateurs trouvent des problèmes que nous, on n'a pas forcément découverts, ou est-ce qu'il y a d'autres soucis qu'on n'a pas remarqués. Et donc, du coup, on va corriger ces soucis-là par la suite avant de publier ça en nightly et donc de laisser accès libre à tout le monde. Il n'y a pas de framework de test, on n'a pas de test unitaire ou de choses comme ça, pas du tout. Non. Ouais, Juste une question, est-ce que c'est une légende ou est-ce qu'il est réellement possible de transformer son téléphone en papier? Parce que, a priori, j'ai l'impression que c'est pas possible, mais on voit souvent des messages comme quoi le téléphone est devenu inutilisable et doit retourner complètement papier. Nous, notre but premier quand on va commencer un portage, c'est d'être sûr qu'il n'est pas possible de briquer son téléphone, donc de le transformer en presse-papier. Malheureusement, ça ne peut pas être évité 100%, puisque les outils qui sont mis à disposition des utilisateurs pour flasher un recovery ou une ROM ne sont pas forcément sûrs. Par exemple, sur le téléphone Samsung, vous avez un logiciel qui s'appelle Odin, ou Odin, ça dépend comment vous prononcez, qui va vous permettre de flasher vraiment tout sur l'ensemble de la mémoire interne. Donc aussi bien la partition d'attaque, la partition système, mais aussi le bootloader. Ce qui fait que certains utilisateurs, en fait, ils ne vont pas faire très attention. Ils vont soit écraser le bootloader, soit cocher un petit truc qui s'appelle repartition sans préciser de table de partition. Donc, du coup, toute la table des partitions va être effacée et donc forcément, ça ne démarrera plus. Nous, on essaie de faire de notre mieux pour proposer des guides, des fichiers simples à flasher. En général, ça se passe très bien, mais il y a quelques utilisateurs qui veulent aller trop vite, qui veulent faire leur malin et qui donc du coup vont flasher ça n'importe comment et donc vont écraser la mauvaise partition. Donc on essaie de faire vraiment de notre mieux, mais c'est vraiment les utilisateurs après qui doivent faire attention. Donc après oui, il y a aussi eu un gros problème sur le Galaxy Note. Le chipset eMMC a des soucis avec un flag MMC qui s'appelle Cap Erase. Et du coup, aléatoirement, à cause d'un problème justement dans le chip MMC, le chip peut se corrompre. Et donc du coup, vous allez simplement flasher votre fichier et plus rien ne va marcher. Donc, ça m'est arrivé 4 heures après avoir eu mon Galaxy Note. Voilà. Donc, du coup, là, on a contacté Samsung des dizaines, des vingtaines, des trentaines de fois. Ils n'ont toujours pas pris d'action pour sécuriser leur kernel. C'est juste 3 mots à enlever dans le kernel. Ils sont toujours présents dans les dernières versions du kernel. Donc du coup, quelqu'un qui va compiler son kernel chez lui, qui va essayer de le flasher, va potentiellement briquer son téléphone par la suite, quoi. Donc, à partir de là, nous, on ne peut pas non plus faire grand-chose si les constructeurs ne font pas un peu gaffe à ce qu'ils font. Voilà. Moi, j'ai une question plus sur les aspects légaux, en termes de licence, voilà. Et puis, du fait que vous réutilisez des composants des constructeurs, des composants propriétaires, est-ce que vous n'avez pas eu
déjà que les constructeurs sont réticents à fournir les sources, est-ce qu'ils ne sont pas non plus réticents à ce que vous utilisez leurs blobs qui viennent de chez eux? Et aussi, qu'est-ce qui ferait que, en théorie, ils ont le droit de vous interdire et qu'en pratique, ils ne le font pas? Il faut savoir que les utilisateurs de ROM alternatives, donc comme vous avez vu, CNGNMod, c'est plus de 3 millions d'utilisateurs. Priver 3 millions de clients à une entreprise, c'est quand même assez important. Donc du coup, faire déjà une mauvaise pub auprès des geeks qui vont en général conseiller les téléphones à leurs amis, ça fait déjà perdre un certain nombre de clients. Maintenant, ensuite, donc, on récupère effectivement donc, les blobs, les fichiers propriétaires depuis les ROM constructeurs. Il faut savoir que les mises à jour des ROM constructeurs, en général, sont disponibles sur leur site internet. Donc du coup, il suffit de récupérer cette mise à jour et en théorie, n'importe qui a acheté le périphérique ou pas peut accéder à ces fichiers-là. On ne nous a jamais contacté en disant est-ce que vous pouvez enlever ces fichiers-là, puisque de toute façon ça ruinerait tout le portage et donc du coup ça engendrerait ce que j'ai dit avant. Mais donc pour l'instant ça se passe très bien et de toute façon je pense qu'il y aurait un gros soulèvement de la communauté Android si les constructeurs nous empêchaient d'utiliser ces fichiers-là. Après vous avez posé la question de la licence. CNGNMod est sous licence Apache, donc comme les sources d'Android. Maintenant, il y a une petite chose, certains commits, certains patchs soumis sur le code review sont soumis sous licence contributeur exclusif. Donc, par exemple, on a des personnes de chez VMware qui ont soumis certains patchs pour CyanogenMod et ces patchs sont soumis sous licence spécifique de contribution entre VMware et CyanogenMod. Donc, je ne sais pas si réutiliser ça et le commercialiser par la suite casserait cette licence. Donc, ça, il y a peut-être un souci de ce côté-là, mais je ne suis pas certain. Donc moi j'en profite, j'ai aussi quelques questions. Alors notamment une, moi je viens du monde Linux, donc je connais bien, comme pas mal d'entre vous je pense, je connais bien le phénomène des distributions Linux. Alors sur Android, en effet on a la OSP, mais c'est pas une distribution en soi, en tout cas dans son modèle. Est-ce que Cyanogen a une volonté, d'une part, d'être une distribution Android, et donc d'avoir un peu le même concept de gestion de package? Est-ce qu'on peut avoir ce type de choses comme on a sur Debian ou d'autres, ce qui permettrait demain de pouvoir faire du support, d'avoir plus de contributeurs? Ça c'est ma première question. Deuxième question, comme tu fais partie de l'organisation de contributeurs de Cyanogen, s'il y a des gens ici qui veulent contribuer, qui veulent en faire partie, comment ça se passe? Comment pour toi ça s'est passé? Voilà, est-ce que tu peux me faire un retour là-dessus? Ta première question, c'était quoi? Ma première question, c'était par rapport à la distribution. Donc en fait, donc les distributions, en fait, je ne sais pas si le mot est spécialement adapté à la OSP. On va retrouver donc, ce qu'on a appelé depuis toujours des ROM. On peut entre guillemets appeler une ROM une distribution puisque on va partir des sources du système, on va les modifier, donc distribuer un système alternatif. Donc oui, en quelque sorte, ça pourrait être appelé une distribution, mais je ne sais pas si maintenant on pourrait vraiment faire un concept de distribution à part, puisque les personnes veulent un système Android à jour, veulent un système Android qui marche, qui est performant. Donc du coup, est-ce que le fait d'avoir une distribution, justement, ne retarderait pas les mises à jour après par rapport à l'upstream? Donc c'est déjà quelque chose qui est assez dur au niveau de CyanogenMod. Donc si on a encore plus des distributions avec justement des packages rajoutés, on arrive au problème des constructeurs qui mettent 6 mois à mettre à jour une version, puisqu'ils ont, eux, leur surcouche à rajouter, à réadapter. Donc ça peut causer ce problème-là. Après, on peut considérer très bien une ROM entre guillemets, comment dire, une ROM avec des packages ajoutés avec un support. Ça dépend après des fonctions qui sont ajoutées par rapport à la OSP. Je ne vois pas exactement qu'est-ce qu'une entreprise aurait éventuellement besoin de plus dans un système Android, mais ça peut être parfaitement possible, quoi. Bon, après, ça dépend si les entreprises ont besoin d'un système à jour ou pas, ou si le fait d'avoir un système fonctionnel avec les fonctionnalités qu'ils ont besoin suffit largement. Deuxième question, c'était pour s'il y a des gens qui veulent faire partie de la communauté Cyanogen, comment ils font et toi, comment ça s'est passé? Alors, pour contribuer à CyanogenMod, c'est très très simple. Il suffit d'avoir les sources. Et dans les sources, il y a un utilitaire qui s'appelle repo, qui va en fait vous permettre de récupérer automatiquement tous les commits que vous avez fait sur un dépôt et les envoyer vers le code review de CyanogenMod. Donc, le code review de CyanogenMod, c'est un site en fait qui va lister tous les changements soumis par les utilisateurs. Et n'importe qui, qu'il soit contributeur ou utilisateur, va pouvoir dire, faire mettre un +1 ou un -1 et dire oui, ça marche chez moi, oui, ça a amélioré mes performances, ou non, ça a amélioré un truc, mais ça a cassé la compatibilité avec autre chose. Et donc, du coup, de ce fait, n'importe qui peut vraiment contribuer de façon très simple
à CyanogenMod. Ça peut être soit une amélioration sur les fonctionnalités, mais ça peut être aussi tout simplement une traduction pour quelque chose qu'on a rajouté. Donc c'est vraiment, il y a de tout et n'importe qui peut le faire à partir du moment où il a les sources de CyanogenMod sur son ordinateur. Et il n'y a pas autre chose dans ta question? Non, comment on faisait voilà, pour être contributeur Et moi quand même. Ouais. Donc moi en fait c'était un pur hasard. À la sortie d'Ice Cream Sandwich, j'ai trouvé ça génial d'avoir un système complètement différent. Et du coup, j'ai un petit peu cherché comment ça se passait justement pour développer CyanogenMod et comment ça se passait pour compiler Android. Donc du coup, sur XDA, il y avait un topic qui s'était créé qui disait voilà, mettons-nous tous ensemble et faisons notre partage pour avoir Ice Cream Sandwich au plus vite. J'ai trouvé ça génial. J'ai rejoint, il y avait un canal IRC. Et sur ce canal IRC, donc, des personnes de CyanogenMod avaient rejoint aussi pour qu'on collabore tous ensemble. Et de fil en aiguille, jour après jour, en fait, ils ont commencé à récupérer les personnes qui avaient l'air de s'y connaître un petit peu. Et donc, on récupéré 2-3 personnes. Et donc, c'est comme ça que par la suite, je suis devenu développeur officiel, maintainer d'un portage CyanogenMod. Donc, c'est comme ça, par simple rencontre sur un canal IRC. T'es le seul français ou pas? Que je connaisse, oui. Je ne crois pas qu'il y a d'autres. Il y a peut-être un ou deux Français que je ne dois pas croiser très souvent sur les canaux de discussion, mais il y a beaucoup d'utilisateurs français, ça oui, mais de développeurs pas spécialement. Bon, j'espère que parmi vous, il y en aura d'autres. Alors moi j'ai un Galaxy Nexus. Alors c'est peut-être une question qui a peut-être déjà été dans les premiers slides que malheureusement j'ai pas vu. Donc tu as le droit de répondre rapidement. Déjà traité. Mais j'ai un Galaxy Nexus. Qu'est-ce que je vais perdre par rapport à la ROM officielle en installant CyanogenMod? Est-ce qu'il y a certaines applications de Google qui ne sont pas fournies et qui ne sont pas installables via le Play Store ou d'autres moyens? Non, alors justement, il y a un truc dont je n'ai pas parlé, c'est le framework Google. Donc en fait, dans les toutes premières versions de CyanogenMod, tout ce qui était Google Apps, enfin le compte Google, Gmail et les applications Google étaient préintégrées. Par la suite, Google a demandé de retirer ce package pour la simple et bonne raison que pour avoir accès au service Google, un constructeur doit faire valider son périphérique par Google lui-même. Donc, du coup, le fait de distribuer ce package avec une ROM signifierait que n'importe quel constructeur en récupérant le CyanogenMod peut avoir accès au Play Store sur son périphérique. Donc du coup, on a dû le retirer et on fournit ça sous la forme d'un package flashable. Et donc du coup, n'importe quel utilisateur de CyanogenMod peut flasher par la suite les applications Google, donc les Gmail, la gestion du compte Google, Picasa, etc. Donc du coup, en flashant CyanogenMod, on ne perd pas les services Google. Il y a Google Now, tout est intégré dans ce package flashable. Des fonctionnalités, on n'en perd pas non plus, puisque justement, le Galaxy Nexus de base, c'est l'AOSP compilé, distribué. CyanogenMod, justement, se base sur l'AOSP et rajoute des fonctions. Donc du coup, en installant CyanogenMod sur un Galaxy Nexus, ou sur un Nexus 7 ou un Nexus S, ou peu importe, on a l'AOSP et des fonctions en plus, des améliorations et des optimisations. Et donc du coup, ça permet aussi, les personnes qui sont sur des ROM constructeurs, donc qui ne sont pas forcément avec l'AOSP, si vous avez un Galaxy S qui ressemble à un iPhone et vous vous dites moi je veux vraiment avoir l'identité d'Android, en installant l'AOSP justement, ça permet d'avoir l'identité Android, d'avoir l'expérience utilisateur que Google a développée avec Android, et tout en ne perdant aucune fonctionnalité ou des choses comme S-Voice que vous utilisez certainement très souvent. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Rien. J'espère que ça donnera à plein de gens envie de faire du rendre cookie et de contribuer à Cyanogen. On va faire une petite pause de 3-4 minutes. On a mis la clim, donc ça va aller un peu mieux, parce qu'on a un petit peu chaud, il y a un peu de monde. Voilà, et la prochaine conférence sera autour de Dalvik avec Jérôme Philippe. Je ne sais pas si tu es là, Jérôme. Voilà. Donc dans 5 minutes, on démarre. Je vous laisse essayer. Ouais, c'est plus rapide, c'est plus à jour. Donc après, forcément, vous perdez les applications Samsung, donc S-Voice, S-Beam et des choses comme ça. Mais tout ce qui est de l'AOSP Google, vous le gardez. Et donc, du coup, personnellement, je préfère, même si j'étais pas développeur, je préférais avoir l'AOSP
Rien que pour la simple et bonne raison que je sais que j'ai un système qui fonctionne correctement, puisqu'il y a des gens qui reportent pas mal de bugs sur les ROM. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que votre launcher se redémarre constamment parce qu'il manque de RAM. Ça, c'est dû parce que Samsung a mal codé son launcher. En fait. Donc, voilà. Et donc, du coup, ce problème-là n'apparaît pas sur le launcher. C'est l'écran de démarrage. Parfois, quand vous appuyez donc, sur la touche Home, vous allez avoir le fond d'écran pendant 2 secondes et ensuite les icônes qui vont commencer à réapparaître. Ça, c'est parce qu'il utilise trop de RAM, donc du coup, le launcher est killé au bout d'un moment et va se relancer quelques minutes après. Quoi. S-Voice, en fait, on y a accès aussi. non, en fait, les applications de Samsung font partie du framework de Samsung, donc TouchWiz, et donc du coup, on ne peut pas juste récupérer S-Voice, je récupérais juste l'application et l'installer sur un autre, puisqu'il y a des dépendances avec ce framework-là. Donc du coup, on ne peut pas remettre ces applications-là. Et je pense que je reviendrai peut-être vers vous quand j'aurai davantage de collaboration. C'est vrai que je comprends que ça peut être Comment délicat. Envoyer un mail Alors, XPLOD, de prendre quelqu'un qui a GUI, vu les bases de GUI avant, @gmail.com. je dirais, il sera pas là aujourd'hui. C'était audacieux de ma part de venir. Mais moi je l'assume. Mais il faut attends. Quand on prend des initiatives non, mais attends, tout à fait. Mais par contre, ça m'a fait être mis dans le grade. Il dit ouais, mais qu'est-ce que c'est D'accord. On peut traîner un peu les choses parce que le temps de trouver la salle, Euh, j'avais un peu le temps. Je sais pas aujourd'hui qui était la guerre. Ouais, donc j'ai pas que aujourd'hui, on va les chercher. Parce que ok. d'accord. C'est très bien. Les gens ont redistribué le Google Experience, les applications Google, Gmail, etc. Oui. Justement, Gmail depuis un certain temps est disponible sur le Play Store en fait. Donc, du coup, dans le package Google Apps qu'on va flasher, il y aura juste en fait vraiment le framework de base de Google, donc la gestion du compte Google, et deux, trois petits fichiers de configuration, des choses comme ça. Donc oui, c'est pour ça justement qu'ils nous ont demandé en fait de retirer les Google Apps au début, et donc du coup, ils ont dit il n'y a pas de problème avec un fichier à part. Et pour les tests, donc, tu suis un peu les comptes là aujourd'hui. Vous testez, c'est pas avec Non. On teste nous, parce qu'en fait 3 c'est... millions d'utilisateurs et ne pas, parce que là vous faites pas mal de rappeurs, etc. Vous pouvez remonter ça au niveau d'un modèle, d'une architecture. Non, c'est vraiment, je veux dire... Je pense Ouais, je veux dire, c'est à l'utilisation après. Je veux dire, en général, c'est des téléphones qu'on utilise tous les jours, donc c'est des soucis, on les remarque assez rapidement. Et vous avez une petite checklist, une batterie de test avant de réaliser. C'est avec l'habitude en fait, on sait que on a fini le portable, on va voir est-ce que les vidéos se lisent, est-ce que le Wi-Fi marche, est-ce que le Bluetooth marche, on va tester de transférer un fichier en Bluetooth. Parce que la directive vidéo, Non, il n'y a pas. Non. De toute façon, on ne peut pas tester, je veux dire, pour tester, il faut tester sur le périphérique en lui-même. On peut pas, il n'y a pas de test unitaire qu'on peut lancer sur le code en lui-même. On peut tester en utilisant la JVM d'Oracle. Ouais, bon après, il y a Pas quand même. obligé de démarrer un émulateur et faire Enfin bon, après, c'est quand même des trucs qui sont spécifiques au matériel en fait. Du coup, je veux dire, c'est pas un test unitaire qui va tester si le Wi-Fi démarre ou pas. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas trop faire de test automatique. Il y a l'émulateur Android officiel. Ouais, vous pouvez compiler en fait une image pour l'émulateur. Il faut en fait utiliser le nom full. Donc plutôt que de taper en fait brunch, le nom du modèle, tapez brunch full, et ça vous crée une image pour l'émulateur. Et après cette image là, vous pouvez, je sais pas trop comment, je l'ai jamais fait, mais c'est une image pour l'émulateur et vous pouvez l'utiliser dans l'émulateur. Tout ce qui est MK802, tout ça, oui. Il y a un portage pour MK802 d'ailleurs. Il y a un portage pour MK802 qui se fait. C'est en cours. Il y a quelques personnes que je côtoie régulièrement qui en ont un et donc justement ils demandent. Pour la contribution, si c'est juste pour le warning, les tracks, les choses de genre, il n'y a pas besoin quand même de tout recompiler. Non, faut juste être. Soit c'est des tableaux et c'est. Oui, c'est des fichiers XML et il suffit de remplacer les valeurs dans les fichiers XML. Ouais. Parce que, comme je disais, moi, ma machine, elle a un quart d'accès, voire un cinquième, elle date de 2016. Mhm. Donc, si je compile une ROM, je pense que je